Avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité de 19h15, l'historien et politique Jean Garrigue. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonne année. Vous êtes entre autres un président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Soyez le bienvenu dans ce studio. Alors, étant donné les blocages qui ont émaillé la vie démocratique en 2025, est-ce que c'est illusoire de penser que l'année qui commence aujourd'hui peut être une année où le pays peut avancer, faire passer des réformes, voire des réformes structurantes, alors que on vient d'abandonner peut-être la réforme du quinquennat, celle de la réforme la fameuse réforme des retraites. Tout dépend de ce qu'on appelle des réformes structurantes. S'il s'agit de répondre aux préoccupations majeures de l'opinion publique, qui sont le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, sécurité notamment au moment des élections municipales, il est très clair qu'on arrivera sans doute à rien de très important, du fait d'abord qu'il n'y a pas de majorité, et la Ve République elle est construite sur le fait majoritaire, et du fait qu'on a un président qui est affaibli et qui est pratiquement dénué de pouvoir. Donc il peut y avoir à la marge des réformes. Ce sont des questions d'ailleurs qui ne sont pas négligeables. La question des écrans pour les mineurs, la question du service militaire national qui, à mon sens, est un enjeu majeur de la reconstruction de on va dire, de notre vivre ensemble, comme on dit. Ça fait partie de véritables débats, de choses importantes qu'on peut peut-être essayer de faire avancer, mais à condition de se donner les moyens de le faire avancer. Je ne suis pas sûr que dans l'état actuel des choses, le président de la République soit prêt à se donner les moyens de traiter ces sujets, parce que, à mon sens, pour traiter ces sujets, aujourd'hui, la seule solution, ça s'appelle le référendum, voire la consultation nationale, qui en est une variante. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, d'après les vœux du président de la République, je ne vois pas venir ce procédé. Alors, lors des vœux 2025, l'année précédente, il avait évoqué cette idée de consulter les Français. Il ne l'a pas fait, et je sais que vous militez pour l'emploi de cet outil. Est-ce que c'est la baguette magique pour recréer du lien et du liant entre les Français et leur monde politique ? La déconnexion est telle qu'il n'y a certainement pas de baguette magique, mais il me semble qu'aujourd'hui, ça fait partie des instruments qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps sous la Ve République. Mais parce qu'il fait peur aux dirigeants ? Il brûle les doigts ? Il brûle les doigts, mais à tort, parce qu'on a encore dans la tête et dans l'esprit les référendums plébiscites du temps du général de Gaulle, qui étaient liés aussi à la personnalité du général de Gaulle, à son rapport direct avec le peuple. Mais il faut se souvenir que les autres référendums, y compris celui de 2005, qui a été perdu par Jacques Chirac, ça n'a pas provoqué le départ de Jacques Chirac. Ça n'a pas amélioré son image, mais ça n'a pas provoqué son départ. Donc le référendum peut tout à fait engendrer un véritable débat national déconnecté de la personnalité du président, d'autant plus que ce président, il touche un peu le fond de l'impopularité, je dirais, et qu'en plus, c'est un président qui va partir. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas d'utiliser et même dans l'intérêt d'Emmanuel Macron, pourquoi il n'essaierait pas d'utiliser ce procédé qui fait partie des institutions de la Ve République, comme d'ailleurs le 49.3 au passage, et pourquoi on ne l'utiliserait pas justement pour essayer de se reconnecter un tant soit peu avec le peuple. Antonin André. C'est d'autant plus vrai pour ce qui concerne la fin de vie, par exemple, puisque le président de la République et là on parle d'un sujet qui est quand même structurant, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a quand même des réformes sociétales qui sont possibles, et les réformes sociétales, c'est parfois ce qui reste. La réforme des 35 heures, qui est une réforme économique, qui est aussi une réforme sociétale d'une certaine façon, qui a imprimé durablement la société française. Donc le débat sur la fin de vie est un débat intéressant qui pourrait prêter à référendum, parce que la question est tellement intime et tellement personnelle qu'elle écarte de fait la question de l'émetteur et donc de l'éventualité de répondre sur un référendum ou d'un plébiscite du président de la République. Donc c'est un sujet qui typiquement pourrait aussi animer une forme de débat public et amener les Français à se parler et à réfléchir sur un sujet essentiel de notre existence, et de le trancher par un référendum. Ça redonnerait un peu de sens, effectivement, au vote des Français. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Alors effectivement, c'est un sujet important, mais est-ce que les Français n'ont pas forcément envie de s'exprimer sur d'autres sujets, comme par exemple le contrôle des frontières, Raphaël Steinville ?
Non, mais je pense que cette question, elle est importante parce que pour en revenir à la question initiale, savoir si 2026 sera une année utile ou non, on peut se poser la même question sur les référendums. Et tel ou tel référendum peut être utile ou non. En l'occurrence, c'est vrai que la question migratoire, la question des frontières, c'est une question fondamentale sur laquelle les Français n'ont jamais été interrogés. Alors, il y a un problème constitutionnel, Ouais. mais c'est vrai que il y a quand même un espace pour pouvoir interroger les Français sur ces questions-là. Et jusqu'à présent, les chefs de l'État se sont interdits de poser cette question aux Français, alors que ça a été encore redit, l'une des préoccupations majeures des Français. Et ce sujet, de la résolution de ce sujet, découle un certain nombre des problèmes structurant le mal-être français. Alors effectivement, les Français ont cette envie et ce besoin de démocratie. Je propose, Jean Garrigue, d'écouter ce que a recueilli notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Bonjour. Il s'est baladé dans les rues pour demander aux Français ce qu'ils attendaient de l'année à venir politiquement. Et écoutez les réponses, c'est très intéressant. La France ait enfin un budget peut-être, qu'on sache où on va et qu'on récupère une certaine vision pour l'avenir. Parce que là, pour l'instant, on est un peu perdu quand même. On a l'impression qu'il y a une agressivité dormante, mais qui existe. C'est assez triste. Quand on voit tout ce qui se passe un peu, c'est désolant parce qu'on a un des plus beaux pays du monde. Ça fait mal au cœur quand même, c'est vrai. Pour l'instant, le motif d'espoir, on va dire, c'est qu'il y ait des élections en 2027, parce que je pense que d'ici là, on n'aura pas grand-chose, qui donnent le pouvoir à quelqu'un, quoi. De droite, de gauche, j'en sais rien, mais au moins qu'il y ait une vision, quoi. Voilà pour ces témoignages recueillis à Lyon par Jean-Luc Bonjour. On sent, Jean Garrigue, dans ces témoignages à la fois du désarroi, mais aussi, et c'est peut-être là un motif d'espoir pour ceux et celles qui aiment la politique, il y a une vraie soif de démocratie et l'envie d'avoir un cap politique. Oui, souvenez-vous des Gilets jaunes. C'est-à-dire que la question du référendum d'initiative citoyenne est revenue comme un mantra au moment de cette crise. Malgré tout, ça représentait quelque chose, ça voulait dire quelque chose de ce qu'attendent les Français. On est dans une crise de déconnexion terrible entre les élites politiques, tout parti confondu, mais singulièrement le président de la République du fait de la dissolution, et puis les populations qui attendent quelque chose. Alors on ne va pas attendre jusqu'en 2027 d'une hypothétique alternance qui d'ailleurs n'amènerait pas forcément une majorité absolue. Moi j'alerte, je ne suis pas le seul, ce qui peut se passer en 2027, c'est que vous ayez le phénomène récurrent d'une sorte d'homme ou de femme providentielle qui est réussi à être élu président, mais que derrière, ils ne réussissent pas à avoir une majorité parce qu'il y a une sociologie électorale aujourd'hui qui est tripartite. Il y a 3 France, à mon sens. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, il faut peut-être essayer de réfléchir d'abord à créer quelque chose avant 2027. Et moi, je ne vois pas d'autre solution, je le répète, que d'aller vers l'appel au peuple, vers la démocratie, la participation démocratique. Et alors, c'est vrai que le périmètre institutionnel du référendum tel qu'il est conçu aujourd'hui ne permet pas de traiter un certain nombre de sujets, mais d'une part, je pense qu'on peut faire confiance aux juristes pour essayer de trouver des manières d'inclure tel ou tel sujet dans ce périmètre. Et deuxièmement, il existe aussi ce que pratiquent les Suisses, par exemple, des formes de consultation, mais pas que les Suisses, les Italiens, etc. Mais ces consultations-là, elles peuvent permettre d'inscrire un certain nombre de ces sujets majeurs. On ne peut pas faire du référendum un mode de gouvernement. C'est pas pérenne. C'est-à-dire que ça va pour poser quelques questions ponctuelles au long de l'année, mais le problème que vous posez, qui est institutionnel sur ce qui se passera à la prochaine présidentielle, c'est un problème plus profond qu'on ne résoudra pas avec le référendum. Ça passe par un changement éventuellement de constitution, de déphaser les législatives des présidentielles, passer à un régime à l'américaine avec des mid-terms éventuellement comme aux États-Unis, ou bien ça passe par une dose par la proportionnelle intégrale, mais avec, comme le font les Allemands, l'obligation constitutionnelle de convenir d'un pacte de gouvernement pour constituer une majorité qui ensuite nomme son Premier ministre.
Mais Complètement là, on est d'accord dans un avec ça. entre-deux qui, en fait, s'il est amené à durer, effectivement, je vous rejoins, compte tenu de la sociologie politique du pays, ne sera pas résolu. Donc une il y a- cinquième on- République on essoufflée. va passer forcément, je pense que le plus sain serait de passer par une réforme institutionnelle. Raphaël Steinville. Oui, non, mais pour prolonger ce que disait Antonin, moi ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les campagnes présidentielles telles qu'elles se déroulent ne permettent pas de poser suffisamment de sujets clés qui permettent finalement de considérer que le programme d'un candidat vaille pour tout le quinquennat. Finalement, les Français ont voté pour un candidat et une idée forte. Et parfois, on l'a vu ces dernières années, ces campagnes ont peut-être même été occultées de tous les débats au profit d'un référendum contre tel ou tel candidat. Et la dernière chose, c'est que si le diagnostic vital de la France est engagé, comme certains peuvent le dire, l'avancer, effectivement, cette question ne peut pas attendre 2027. Et je pense notamment aux questions migratoires. D'où l'idée, vous souvenez-vous, Philippe de Villiers avait lancé cette initiative d'une pétition pour demander au chef de l'État finalement de s'emparer de cette question et de proposer un référendum sur les questions migratoires. Je pense que cette idée, malgré tout, devrait pouvoir revenir dans le débat public. Oui, mais il faut une réforme constitutionnelle. Oui, mais Ah oui. je pense que C'est-à-dire personne... que Alors, agiter attendez. un référendum sur l'immigration et faire croire aux gens que ça va pouvoir arriver demain, c'est un peu les Ça a- bercers ça a été d'illusions, dit quoi. par Jean- C'est- par non, Jean- mais Non, je suis- Jean c'est Garde. c'est un peu les bercers d'illusions. Je suis d'accord avec vous, mais une consultation qui s'inscrit, c'est un autre cadre constitutionnel. La consultation n'est pas, comment dire, elle est Contraignante. comme son, voilà, elle n'est pas contraignante, elle est consultative, comme son nom l'indique. Eh bien, une consultation de ce type, à mon sens, ne serait pas inutile. Dans ce qu'on voit aujourd'hui de la polarisation de la société française, de ce mécontentement qui monte, notamment autour de ces questions de sécurité, d'identité, d'immigration, moi je dis que utiliser l'année pour lancer ce type de consultation ne serait pas totalement absurde. Ça n'est pas être de droite, de gauche, du centre que de dire ça, c'est de se dire le fondement de ce qui se passe aujourd'hui, de cette crise démocratique, c'est cette déconnexion, ce sentiment qu'ont les Français de ne pas être entendus par les décideurs politiques. Donc essayons de les écouter. Alors, si nous en sommes là aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi parce que Emmanuel Macron a tenté ce coup de poker raté de la dissolution. Évidemment, tout le monde le dit. clair. Mais est-ce que c'est pas aussi la conséquence, Jean Garrigue, de l'absence de débat lors de la précédente campagne de 2022, qui, on s'en souvient, a été totalement éclipsée par le début de la guerre en Ukraine, où il n'y a pas eu de débat de fond de société lors de cette campagne. On a discuté finalement de rien et Emmanuel Macron a été élu quasiment sans programme. Non, mais vous avez complètement raison. C'est évident mais le problème d'ailleurs ne commence même pas en 2022. À mon sens, il commence déjà en 2017, après la première élection d'Emmanuel Macron, qui en réalité ne réalise pas ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire ce nouveau monde démocratique qui aurait pu véritablement faire dialoguer, à mon sens, le centre, la droite et la gauche. Le dialogue a été fictif. Le dialogue a été en fait une recomposition politique autour d'un bonapartiste qui est Emmanuel Macron, et c'est ça qui pervertit tout le reste de ces quinquennats. Mais il y a bien sûr 2022 où on se prive d'un véritable débat. Quoi qu'on le veuille ou non, dans les élections présidentielles précédentes, il y avait quand même un débat droite-gauche, assez clairement identifié, la valeur travail pour Nicolas Sarkozy. À l'époque, Jacques Chirac et sa fracture sociale, même si il n'a pas véritablement réalisé ses promesses. Mais il y avait des débats de ce type, et les Français ont besoin de ce type de débat, que les choses soient claires. On est dans une bascule politique, il y a une inflexion, c'est très clair, de l'électorat français vers les idées de la droite, il faut le dire, mais il faut que ça se concrétise dans un débat politique, pour ou contre. Moi, ça, c'est pas mon projet, mais qu'on voit très bien ce que veulent la majorité des Français, que ça se traduise dans le rôle, la fonction et les décisions prises par l'exécutif. Mais en cela, là où je rejoins Antonin André, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aussi essayer de réfléchir à reconstruire les institutions de la Ve République. Moi, personnellement, je suis plutôt favorable à retrouver un président de surplomb, un président
du général de Gaulle, qui n'entrait pas dans le jeu de la gouvernance intérieure, c'est-à-dire de l'hyper-présidence finalement de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel Macron, et qui serait véritablement le rassembleur, le père de la nation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte, là encore, de déconnexion avec les politiques, retrouver une figure qui soit capable, comme ça, de reprendre un peu de hauteur par rapport aux Français, c'est une nécessité. Je peux me tromper. Est-ce que c'est possible avec le quinquennat ? Je pense exactement que pour sortir de ça, il faut absolument que le président ne soit plus un chef de majorité, c'est-à-dire qu'on déconnecte l'élection présidentielle et les élections législatives, ou alors qu'on les mette en même temps. Parce qu'il n'est pas du tout... si vous les mettez en même temps, il n'y a pas forcément cet effet d'entraînement qu'on a connu de l'élection présidentielle sur les élections législatives. Mais en tout cas, je suis favorable à une déconnexion plutôt des deux élections, et qu'on aille vers le septennat pour donner du temps et donner de la visibilité à ce que veut faire un président. On en revient donc à cette question de la réforme constitutionnelle. Restez avec nous quelques instants, Jean Garry, si vous le voulez bien. On parlera des municipales dans un instant, et puis aussi du millésime 2026 de la Légion d'honneur. Une liste de 616 noms a été publiée. Parmi ces noms, il y a celui de Boualem-Sansal. On en parle dans un instant après le journal permanent. Et toujours à mes côtés, nos débatteurs de la première heure, Raphaël Steinville et Antonin André, puis notre invité pour quelques minutes encore, l'historien et politologue Jean Garrigue. Alors, les municipales arrivent en 2026, c'est la prochaine échéance. Elles sont habituellement une sorte d'exception dans la vie politique, puisque assez préservées des enjeux nationaux. Est-ce que cette fois, les municipales risquent de prendre une dimension nationale, mais aussi de redynamiser le débat avec des thèmes du quotidien? On en parlait il y a un instant, les incivilités, l'insécurité. Je le crois précisément pour les items que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que d'une part, il y a la proximité de l'élection présidentielle, donc on va regarder forcément ce qui s'est passé aux élections municipales. Est-ce que ces élections vont confirmer la dynamique du Rassemblement national juste après le procès en appel de Marine Le Pen? C'est quand même sont des vraies questions qui se posent. Et puis, il y a précisément cette idée que ce thème de la sécurité, dont on nous dit qu'il va être central dans ces élections municipales, va se retrouver lors de l'élection présidentielle. Forcément, ça fait partie des thématiques majeures. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où il faut traiter ces sujets. Donc c'est intéressant de voir comment, à l'échelle des municipalités, et notamment de ces villes qui ont été gagnées, par exemple, par les écologistes, par les Verts, sur des sujets qui étaient assez éloignés, il faut le dire, de ces préoccupations sécuritaires. Est-ce qu'ils vont préserver un sujet qui est revenu en boomerang pour ces maires? Ça risque d'être un problème pour eux. Donc c'est intéressant. Ça montre qu'on a véritablement... C'est un peu une exception. On a des élections municipales qui vont un peu plus être à l'aune, je dirais, de la vie politique générale. Est-ce que les partis traditionnels, qui sont beaucoup plus implantés dans les élections municipales que lors des récentes élections législatives, est-ce que ces partis vont préserver leur capital? Est-ce que les triangulaires à gauche comme à droite, d'ailleurs, ne vont pas leur être fatales? Ça pose beaucoup de questions de ce type. Alors, Raphaël Steinville, est-ce qu'on peut imaginer ces municipales comme des tests, comme des mid-terms? Oui, moi je pense que ces municipales auront valeur de test. Il faut se souvenir que les dernières municipales, en 2022, elles ont eu lieu en plein Covid, avec une participation extrêmement faible. Et donc les leçons politiques que l'on pouvait tirer de ces municipales, finalement, elles étaient amoindries par la faible participation des électeurs. Moi je pense que ces municipales vont être riches d'enseignements, de leçons politiques, notamment s'agissant de la question du Front républicain. Est-ce qu'on va assister à un nouveau Front républicain qui ne sera plus un Front républicain visant à exclure finalement du jeu le Rassemblement national? Est-ce que finalement le nouvel épouvantail de la vie politique ne va pas être LFI et certains de ces partis... C'est ce que montrent les études. Oui, non, mais je pense qu'à cette aune-là,
ça va être très très intéressant de pouvoir vivre et de tirer les leçons de ces municipales. Antonin André. Oui, même si LFI, en fait, au municipal, ne performe jamais, et c'est pas vraiment un enjeu pour eux, ces élections municipales, en réalité. Ils peuvent être des empêcheurs de gagner, mais c'est rarement des gens sur qui on se positionne pour une éventuelle victoire. Évidemment, il y aura des enseignements à tirer, mais je serai aussi un peu prudent. C'est-à-dire que je pense que les Français, quand ils vont aux urnes, savent précisément pourquoi ils votent. Aux élections européennes, vous avez un effet grand lâchage où on exprime volontiers un vote de colère, et souvent les petits partis ou les partis contestataires en profitent. Le Rassemblement national, les partis écologistes en son temps en profitaient aussi parce qu'il y a un rôle défouloir. Les municipales, les gens regardent quand même beaucoup la proximité, les personnalités qui se présentent, parce que, voilà, Laure Lavalette, par exemple, Rassemblement national à Toulon, a de grandes chances de l'emporter parce qu'elle est originaire de cette ville et qu'elle est reconnue là-bas comme étant quelqu'un connaissant les problématiques de cette ville. Donc je pense que cette dimension locale reste quand même très ancrée dans le choix des municipales. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier des leçons qu'on en tire pour la présidentielle. Et en revanche, quand les électeurs votent pour une présidentielle, ils savent précisément ce qu'ils vont choisir. C'est-à-dire quelqu'un qui va impacter leur vie pendant 5 ans, et vous n'abordez pas une élection municipale pour élire votre maire de proximité et celle du président de la République de la même manière. Donc oui, il y aura des leçons à tirer sur les dynamiques, mais attention, les présidentielles ne seront pas un copier-coller des municipales. Allez, on en vient à ces 616 noms publiés ce matin au journal officiel, des artistes, des hauts fonctionnaires, des intellectuels, tous distingués, je cite, pour leur engagement au service de l'intérêt général. Donc cette liste de la Légion d'honneur contient des noms comme Jean-Claude Trichet, François Baroin, Nolwenn Leroy, Jean-Paul Rouve, le comédien, mais aussi donc, et j'allais dire, et surtout, Boualem Sansal. Peut-être rappeler, Jean Garrigue, ce que représente cette distinction dans la République. C'est une distinction qui date de Napoléon Ier. C'est une distinction qui, en principe, a longtemps honoré des militaires, mais aussi, au fil du temps, sous la Troisième République, beaucoup de politiques, qui a priori récompensent des actes héroïques, des actes exceptionnels en tout cas, ou une action exceptionnelle au service de la nation. Est-ce que, dans cette mesure, des chanteurs, des acteurs de toutes sortes participent de ça? Moi, je vous avoue que ça me choque un peu, et je considère qu'il existe les arts et lettres, par exemple, qui peuvent honorer ce type d'action, ce type de carrière, et que certains, à mon sens, n'ont pas véritablement leur place. En revanche, Boualem Sansal, bien qu'il soit un écrivain, avant tout un intellectuel, par le courage qu'il a montré face au régime algérien, qui est un régime de dictature, disons-le tout nettement, mérite amplement justement cette récompense, d'autant plus qu'on a eu l'impression depuis quelque temps qu'on n'avait pas véritablement beaucoup aidé à sa sortie de prison. Donc pour Boualem Sansal, moi je dis banco, mais quand même je m'interroge sur la manière dont on a quand même déformé cette récompense, qui est quand même quelque chose de très particulier, s'inscrit dans une histoire politique, justement, politique et militaire, très forte, et qu'on a un peu dévoyée, il faut bien le dire, depuis plusieurs décennies. Et Raphaël Steinville, c'est devenu un hochet? Oui, pour certains, c'est devenu un hochet, mais moi d'abord, j'abonde dans la réflexion de Jean Garrigue, et j'ai l'impression que l'attribution de la Légion d'honneur a été très largement dévoyée. Pour autant, bien évidemment, qu'il faut saluer la reconnaissance presque tardive faite à Boualem Sansal, français de cœur, français par l'encre versée, et qui, par ses écrits, nous alerte à la fois des dangers du régime algérien, mais de l'islamisme qu'il a vu de ses yeux en Algérie, et des ravages qu'il fait subir. Mais je trouve que cette promotion, elle est à l'image finalement du macronisme, parce que d'un côté, vous avez un Boualem Sansal qui est récompensé, et de l'autre, vous avez un Patrick Boucheron, historien, celui qui a été l'inspirateur de la cérémonie des Jeux Olympiques, dont on sait à combien elle a pu heurter nombre de Français. Et donc, pour moi, c'est une sorte de symbole du Pardon, mais tous les présidents de la République font des promotions de la Légion d'honneur. Il y en a 600 cette année.
l'année. Il y en a régulièrement 5 ou 600 par Je me suis volet. arrêté sur d'autres, mais Et tous les présidents de la République font ce genre de grand écart. Donc, c'est toujours pareil. Cette espèce de focalisation sur Emmanuel Macron me paraît délirante parce que tous les présidents de la République pratiquent exactement la même chose, des breloques à leurs copains, des breloques qui veulent rien dire, et à côté, ils distinguent des gens qui le méritent vraiment. Donc, c'est un enseignement général qu'on peut tirer. Moi, je voudrais tirer mon coup de chapeau, non pas à Bonnem Sansal, puisque vous l'avez fait, même si je m'y associe, mais à Ginette Kolinka, qui, elle, a été élevée au grade de commandeur de la Légion d'honneur, qui est une femme qui a été rescapée des camps d'Auschwitz, et qui est aujourd'hui une transmetteuse de mémoire, une transmetteuse aux jeunes générations, qui continue. Elle a 100 ans. Ouais. Elle a 100 ans. Et voilà, là, je me dis, quand on met cette Légion d'honneur au nom du peuple français, je me sens fier qu'on lui remette cette Légion d'honneur. Pour le reste, je vous avoue que la breloque de Nolwenn Leroy, de Guillaume Canet et consorts, franchement, il y a des Césars, il y a des victoires de la musique, c'est très bien. Mais je ne vois pas vraiment ce que Nolwenn Leroy a apporté à la France. Eh bien, vous êtes d'accord, hein, mais messieurs, merci Jean Garrigue d'être venu nous éclairer et apporter votre regard d'historien sur la situation politique actuelle. On va maintenant évoquer avec nos débatteurs ce qui, à la base, était une anecdote, mais qui pourrait se transformer en petite polémique. Alors, cette semaine, Georges Clooney et sa femme Amal annonçaient avoir obtenu la nationalité française. Ils vivent avec leurs 2 enfants à Brignoles, dans le Var, depuis plusieurs années. Alors, c'est une polémique en 3 temps. Elle a commencé avec déjà la réaction de la ministre déléguée au ministère de l'Intérieur, Marie-Pierre Védrenne. Elle n'a pas apprécié la démarche. Elle parle d'un 2 poids 2 mesures. Écoutez-la. À titre personnel, je peux comprendre l'appréciation de certains Français sur ce sujet du 2 poids 2 mesures. Parce que je pense que c'est pas le bon message qui est envoyé. Mais je crois qu'il faut faire attention au message qu'on peut envoyer. C'est-à-dire qu'il y a un sujet d'équité, à mes yeux, qui est absolument essentiel. Voilà, ça c'était Marie-Pierre Védrenne, sur le service public. Alors, acte 2, le ministre de l'Intérieur, lui, qualifie cette naturalisation de grande chance pour notre pays, pour ne pas dire grande chance pour la France. Jusque-là, donc, on est dans une polémique franco-française classique. Sauf que la nuit dernière, Donald Trump, lui, y est allé de sa petite pique sur son réseau social. Il qualifie Georges Clooney et sa femme de pires pronostiqueurs politiques de tous les temps. Il les accuse et il accuse aussi, et c'est là où je voulais en venir, les autorités françaises de gestion absolument désastreuse de l'immigration. Donc double pique, puisque l'une est adressée aux démocrates Clooney, l'autre est adressée à la France, qui, on le rappelle, est un pays allié aux États-Unis et qui se fait de plus en plus souvent tacler, Raphaël Steinville. Oui, mais alors, avant d'aborder la question de Donald Trump et de la manière dont il regarde la France et l'attribution de la nationalité française à Georges Clooney et sa femme, moi j'aimerais quand même d'abord revenir sur le simple fait que Georges Clooney et sa femme aient pu obtenir la nationalité française aussi rapidement, alors même que depuis plusieurs années, les conditions d'attribution de la nationalité française ont été durcies, notamment avec parler la langue, notamment avec comme condition nécessaire le fait de pouvoir maîtriser et parler le français. Lorsque l'on entend Georges Clooney lui-même s'excuser de ne pas parler suffisamment bien notre langue, je trouve ça dérangeant. Finalement, qu'il ait eu une sorte de passe-droit, et en cela, j'acquiesce aux propos de Marie-Pierre Védrenne, qui s'étonnait de cette célérité dans l'attribution de cette nationalité. Après, Donald Trump, c'est là où ça devient presque gâché ce que je viens de dire, parce que il est tellement outrancier dans la manière dont il attaque la France que l'on aurait presque envie, finalement, quand même, malgré tout, de s'honorer d'avoir pu, finalement, dans le cadre d'une immigration choisie, sélectionner un candidat à l'immigration comme Georges Clooney et sa femme. Mais quand même, mon réflexe initial reste que je trouve que c'est une mauvaise chose faite à la politique migratoire et d'intégration de la France que de leur donner si rapidement. Antonin André, rapidement. Pour moi, c'est une vaste farce. C'est-à-dire que, évidemment, que Georges Clooney a la nationalité française, non pas parce qu'il en a besoin, non pas par nécessité, donc c'est pas la même chose que lui donner la nationalité française qu'on le fait à des gens qui passent par des procédures un peu contraintes. C'est davantage une espèce de distinction symbolique qu'on lui fait parce que c'est une immense star, qu'il a un certain écho en France, il a des amis français, Jean Dujardin, et donc... Ah oui, ça suffit. Moi, je n'y vois, non, mais bon, je n'y vois pas autre chose qu'un symbole
qu'une distinction comme on remet une Légion d'honneur, par exemple. Quant à Donald Trump, bon, je me dis qu'un président américain qui a tant d'affaires urgentes et lourdes et conséquentes à gérer dans le monde, je me dis que ne perd-il de temps et de salive à venir commenter la naturalisation de George Clooney, franchement, dont moi-même, à titre personnel, j'en parle puisque c'est l'objet du débat, je me cogne comme de ma première chemise, si vous voulez. Alors, il faut quand même rappeler que George Clooney a joué un rôle important dans la campagne démocrate. Oui, les démocrates. Non, mais on aurait mieux compris qu'il demande un statut de réfugié politique, parce que c'est en cela que finalement Donald Trump l'attaque. Alors, dans un instant, ça sera évidemment le journal permanent, mais ce soir, vous allez pouvoir retrouver La France bouge du lundi au jeudi, de 21h à 22h sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag, qui met chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les startups qui osent et qui réussissent. Et ce soir, justement, émission spéciale, ils sont allés au bout de leurs rêves avec comme invité Nina Métayer, élue meilleure chef pâtissière du monde. Ça sera ce soir, La France bouge, et c'est du lundi au jeudi, 21h, 22h sur Europe 1, la radio libre.